La psychologie analytique, élaborée par Carl Gustav Jung, a profondément marqué la psychologie moderne. Il continue d'exercer une influence significative sur de nombreux domaines, allant de la psychothérapie à la spiritualité en passant par l'ésotérisme, l'occultisme et même la sociologie. Et son impact dépasse largement le cadre académique de la psychologie, en trouvant un écho chez les publics très variés, et chacun d'entre eux est séduit par une vision du monde où la subjectivité est le centre de la réalité. Cet écho est d'autant plus amplifié qu'actuellement, cette vision centrée sur la représentation que chacun peut avoir de la réalité est en grande partie justifiée par le relativisme ambiant et s'inscrit donc dans une vision occidentale commune dans laquelle l'individu doit être une entité omnipotente et autosuffisante. Et cette idéologie trouve dans le système de Jung, réciproquement, une caisse de résonance. L'approche jungienne se présente comme un outil polyvalent, un véritable couteau suisse, permettant d'entrelacer psychologie, spiritualité, mythe, paganisme et syncrétisme, réalité objective et ésotérisme, voire occultisme. Et cette polyvalence se retrouve donc également dans les publics concernés. L'analyse d'aujourd'hui vise à examiner l'influence de Jung sur ces différents publics en identifiant leurs attentes et la manière dont ils assimilent les concepts, dans le but d'aider à discerner, ce qui est le but de cette chaîne recto-verso. Ensuite, nous explorerons les notions fondamentales de sa psychologie analytique, telles que la synchronicité, l'inconscient collectif et les archétypes, ainsi que le cheminement vers l'individuation. Ce sera alors le moment pour nous d'examiner les écueils méthodologiques, les sources doctrinales ou les limites intrinsèques liées à cette approche, en nous arrêtant un instant sur la relation que peuvent entretenir les personnes de culture chrétienne avec cette démarche jungienne. Enfin, nous mettrons en lumière les risques et les confusions possibles que cela peut engendrer sur la construction intellectuelle, psychologique, spirituelle et sociale des individus. Voilà le programme pour aujourd'hui. C'est parti. L'héritage de Jung touche une diversité de profils et chacun trouve dans ses théories des éléments qui résonnent avec leur propre quête personnelle. Et on va voir maintenant ces différentes catégories de personnes. J'en retiens 4. Les professionnels qui gravitent autour de la psychologie du coaching ou de la formation, ensuite leurs clients qui sont souvent adeptes du développement personnel, puis au sens large des chercheurs en spiritualité ou en sens pour leur vie, et enfin des penseurs qui font une approche plutôt intellectuelle des choses. Alors tout d'abord, les psychologues et les thérapeutes. La psychologie analytique est à l'origine une discipline qui leur est destinée, dans la diversité des écoles qui peuvent exister dans cette discipline. Donc, nombre de ces professionnels s'inspirent de Jung pour enrichir leur compréhension de la psyché humaine et ils cherchent à élargir la palette de leurs interventions. Bien, maintenant, le décloisonnement impulsé par Jung peut les conduire à empiéter sur des domaines qu'ils ne maîtrisent pas, même s'ils se sentent eux-mêmes en cohérence entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont et ce qu'ils font, ils peuvent sortir de leur fonction initiale vis-à-vis de leur clientèle, dont je vais parler maintenant. L'idée d'individuation, on peut y arriver par la notion de quête de soi ou de transformation intérieure, et ça attire tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur existence, et cette attitude est tout à fait noble et louable. Pourtant, sans discernement, cette démarche peut mener à une forme de narcissisme où l'individu se perçoit comme maître absolu de sa destinée, au risque de tomber dans une illusion de toute puissance qui le coupe des réalités humaines et relationnelles. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Donc, client de prestation ou intervenant, chacun peut entrer dans une posture commune qui repose sur le sentiment d'avoir accès à un corpus réservé, entre guillemets, seulement à certains, et le fait que chacun reste campé dans son ego, tout en se percevant comme le résultat d'une individuation comprise comme une réalisation de soi ou d'un accomplissement de sa personnalité profonde. Ce qui nous conduit à la catégorie suivante de publics concernés par Jung. Ce sont les chercheurs en spiritualité ou en ésotérisme. Fascinés par les liens que Jung établit entre psychologie et mythe, certains y voient une validation de croyances occultes, ésotériques ou initiatiques. Alors, je n'entre pas ici dans le détail des différences entre ces démarches que je viens de citer, parce qu'il s'agit dans tous ces cas de donner corps à une croyance selon laquelle une tradition secrète et sacrée se transmet d'âge en âge, tradition qui échappe aux non-initiés. Et accéder à cette tradition, on va dire transhistorique, fait du récipiendaire, de celui qui reçoit, quelqu'un qui s'inscrit de fait au-dessus des autres composantes culturelles, et notamment
les croyances religieuses ou les démarches spirituelles. Et adhérer au test de Jung lorsque l'on est chercheur en ésotérisme, en spiritualité alternative et autres, c'est l'occasion de donner corps à l'expression de travailler sur soi, en procédant à des assemblages entre des mythes, des courants mystiques, des symboles, des disciplines telles que l'alchimie ou le tarot, enfin plein de choses comme ça. Et encore une fois, on fait sauter des digues, toujours sous le prisme de métaphores mystiques, sans avoir l'impression de trahir quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais en faisant l'économie de ces différentes démarches pour ce qu'elles sont en réalité. Alors tout symbole, si vous voulez, est décontextualisé de ce qu'il est, toute mysticité est déconnectée de sa source, qui lui donne pourtant son sens, sa vie, et tous les éléments qui étaient épars se trouvent rassemblés sous l'égide d'un système, d'une hypothèse qui donne l'impression que l'essentiel a été sinon atteint, du moins entrevu. Et on peut associer à cette catégorie très large de chercheurs en spiritualité ou en ésotérisme tout ce que l'on appelle ou que l'on appelait le New Age, même si ces démarches sont souvent relativement superficielles. Mais tout ça, ça sert de vecteur ou de caisse de résonance à beaucoup d'amalgames, de simplifications, on va dire excessives, pour ne pas dire des élucubrations diverses, parfois très très fantaisistes, parfois aussi l'occasion de manipulations profondes de la part d'intervenants, eux-mêmes biberonnés aux théories jungiennes, entre autres sources. Enfin, parlons de personnes qui relayent toutes ces pensées, tous ces systèmes, et s'en nourrissent, mais d'un point de vue plutôt intellectuel. Chez eux, Jung est souvent perçu comme un novateur, un précurseur du dialogue entre science, religion, philosophie, tradition et modernité, rationalité et transcendance. Et chaque porteur d'une discipline spécifique doit sortir de sa propre grille de lecture particulière et doit opérer un décloisonnement. Et à partir de là, l'absence de distinction claire entre spéculation et réalité objectivable pose un défi méthodologique ou rationnel important, car on peut toujours tout argumenter dans une direction ou dans une autre, et passer d'une analogie à un mythe, se référer à un exemple pour établir des rapports ou des schémas qui sont plausibles, mais simplement plausibles. La façon dont Jung peut être perçu est d'avoir trouvé une sorte de métagrille de lecture ou une voie nouvelle, et à partir de laquelle toute explication sera bonne. On peut dire à peu près n'importe quoi, en fait tout fait sens, mais je vais y revenir dans un instant, du point de vue méthodologique. Ce que je cherche à dire, c'est que chaque public projette ses attentes sur l'œuvre de Jung, pour reprendre un langage psychanalytique. Et souvent sont mesurées les implications ou les risques que ça peut engendrer, cette projection-là. Et des implications sur le champ des croyances, des implications sur le champ de l'équilibre personnel, sur son rapport au monde d'une manière générale. Et ça, c'est pour chaque public. Maintenant que l'on a parlé des différents contextes dans lesquels Jung a porté son influence, intéressons-nous maintenant à certains concepts clés. Jung a développé plusieurs notions fondamentales qui structurent son approche. Par exemple, le concept d'inconscient collectif. Il postule l'existence d'un réservoir universel de symboles et d'expériences partagées. Et cette vision séduisante, parce qu'elle donne l'idée d'un réservoir accessible via notre propre conscience individuelle et auquel ce réservoir on pourrait se référer et que l'on pourrait même utiliser. Et c'est un concept, l'inconscient collectif, qui va flouter la frontière entre l'expérience et le fait de ramener sur un plan conscient des mécanismes qui seraient propres à un réservoir, à un contenant, et qui seraient communs à tous, comme une sorte de réalité objective. Et ce concept peut amener certains à confondre les structures psychiques et des réalités ontologiques. Alors vous voyez, avec ce concept, on a glissé d'une hypothèse à une proposition de type anthropologique, et avec ce concept, on ouvre l'idée de l'accès à la connaissance, c'est-à-dire en fait une voie de type épistémologique. On va systématiser l'expérience personnelle. L'idée d'un inconscient collectif permet des interprétations qui sont très très vastes, évidemment, de fait, mais on peut aussi conduire à une surinterprétation des événements ou une surexposition des symboles, dans un cadre qui sera finalement toujours évanescent et insaisissable, comme si en fait chaque symbole correspondait à une sorte de réalité tangible et permanente qui nous traverse mais qu'on ne maîtrise pas, tout en ayant à les incorporer à sa personne. Alors c'est un concept qui permet de rassembler sous une seule égide absolument tout et n'importe quoi, sans la réelle possibilité d'un discernement sain.
Autre concept important chez Jung, ce sont les archétypes. Ce sont des modèles universels de l'inconscient qui influenceraient nos comportements et nos croyances, qui vont les modeler. Mais leur nature est toujours floue, et leur multiplicité, on va dire, en font des outils plutôt ambigus qui sont exploitables de manière toujours arbitraire et selon le contexte. Alors, je parlais tout à l'heure d'un cadre qui se voudrait thérapeutique initialement, mais on peut aussi bien adapter les archétypes aux mondes occultes, ça marche aussi, et à l'ésotérisme aussi. Et même en procédant avec des raccourcis, on peut faire des concepts avec lesquels on va jongler, comme des symboles généraux, et on verra dans telle œuvre, telle réalisation, tel archétype, comme s'il s'agissait en fait d'une transmission secrète d'initié à initié que seuls ceux qui sont au courant peuvent comprendre, dans toutes les œuvres picturales notamment, dans toutes les architectures. On pourra avoir la référence à des archétypes de manière un petit peu aléatoire ou selon son bon vouloir. Le fait est que le manque de preuves concrètes, vérifiables à leur sujet, le sujet de ces archétypes, fait que leur application relève plus de la foi personnelle que de la science. Et encore une fois, j'utilise le mot foi à dessein car on adhère à ces théories plus par substitut à la foi que par une réelle adhésion réellement rationnelle. Autre concept clé, la synchronicité, définie comme une coïncidence signifiante entre un événement externe et un état intérieur. C'est une notion qui ouvre la porte à une interprétation subjective illimitée, bien souvent au détriment d'une analyse rationnelle des faits ou d'un accueil réel de ce qui survient tant dans notre vie quotidienne que dans sa vie intérieure. On pourrait même voir dans chaque événement la réponse à une pensée, un rêve, un autre événement survenu juste avant. On va attribuer à la synchronicité des sources ou des instances spécifiques, mais c'est un réflexe en fait qui est très archaïque. Il renvoie à notre besoin de trouver du sens à ce qui survient. Et ce qui n'a pas de sens pour nous est potentiellement dangereux ou présente un risque. Et chercher du sens est donc une démarche qui nous protège. Par contre, identifier des synchronicités partout et tout le temps, c'est agir comme si on était en insécurité permanente. C'est un peu parano en fait, c'est pas sain. À moins qu'on justifie ça en disant que finalement, la paranoïa nous protège des autres. Bon. Enfin, dans les concepts clés, je vais prendre celui bien sûr de l'individuation qui est énoncé comme un processus d'accomplissement de soi et qui vise à unifier les différentes facettes de la psyché. Pourtant, son interprétation contemporaine tend parfois à renforcer une vision égocentrée du développement personnel. Là, on se trouve ni plus ni moins devant le grand but de la vie. Jung fournit une vision anthropologique complète qui intègre aussi vers quoi tendre. Que faire de sa vie, en l'occurrence. Et ça, c'est un levier, me semble-t-il, le plus puissant de son arsenal d'outils et de concepts clés. C'est le plus significatif, le plus éloquent, mais aussi le plus dangereux, de fait. Et étant le plus éloquent, le plus significatif, il est devenu celui que vous rencontrerez peut-être le plus souvent parmi les publics dont je parlais. Quel est le sens de la vie, de ma thérapie, de la quête ou de mes souffrances? L'individuation, l'intégration de toutes les instances alignées dans chaque instant de la vie. Sois toi-même ou sois celui que tu es vraiment ou deviens pleinement toi-même. Voilà, vous connaissez un petit peu cette chanson. C'est l'injonction de vie que propose Hollywood pour chacun de ses films ou chacune de ses séries. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que ce concept est dangereux? Je dis que c'est dangereux parce que d'une part, vous êtes renvoyé vers votre propre personne, vers votre solitude, et d'autre part, vous ne serez jamais à la hauteur de l'exigence du programme qui est proposé. Vous pourrez y tendre, comme un croyant peut tendre vers la sainteté, par exemple. Sauf qu'il n'y a pas un Dieu pour vous accueillir ou vous embrasser par sa miséricorde infinie. La personne ne vous dira « Stop, t'as atteint l'objectif, c'est bon, t'as rempli le contrat ». Vous êtes condamné, en adhérant à cette perspective de vie qu'est l'individuation, à l'individualisme, au culte de l'ego, que vous rebaptiserez peut-être le soi, mais la réalité sera strictement la même, ce sera votre ego, ce sera vous. Il s'agit donc, et c'est en cela que ce concept peut être dangereux, d'un exil total de la communion avec Dieu, pour parler clair. Alors, pour les personnes qui sont athées, matérialistes, sensualistes, ça peut offrir une sorte de perspective d'espoir, mais pour les autres, c'est une voie de dépersonnalisation, une voie inverse, une sorte d'engrenage infernal, ou plutôt il est fatal. Mais tous ces
concepts, parfois novateurs, parfois souchés dans des réflexes archaïques, souffrent d'un manque de validation scientifique rigoureuse d'une part, et d'une assise spirituelle ou théologique d'autre part, et peuvent induire en erreur ceux qui les appliquent sans esprit critique, sans recul. Et comme je viens de le souligner, les perspectives dépassent largement la simple approche intellectuelle. Ça implique en réalité, quels que soient donc les différents publics, toute la conscience. Si on suit bien sûr cette voie jungienne de manière sérieuse. Maintenant, on va regarder plutôt les écueils méthodologiques qui font également partie du danger de cette démarche. Et après avoir regardé le rapport à la tradition chrétienne, nous verrons les risques et impasses possibles. Parce qu'on va résumer un peu ce que l'on vient de dire et souligner aussi des risques très concrets. L'approche jungienne repose sur un mélange de psychologie, de philosophie et de mythologie, rendant son analyse souvent difficile à cadrer, on va dire rationnellement ou scientifiquement. Parmi les principales limites, on peut recenser au moins 4 d'entre elles. D'abord, une absence de démonstration empirique. Le bon nombre de concepts jungiens ne reposent pas sur des études reproductibles, mais sur des observations subjectives et des intuitions. On peut donc ajouter toutes les spéculations possibles. On peut toujours retomber sur ses pattes et argumenter, parce qu'il y a un peu de théologie, un peu de philosophie, un peu de psychologie, quand même, des mythes, de l'écologie, même des comportements des fous ou la psychologie sociale. Enfin, tout est vraiment possible. Il mélange fréquemment observation clinique et spéculation métaphysique. Et si sa pensée produite, elle est séduisante pour beaucoup, elle ne repose pas toujours sur des bases solides, ce qui pose un vrai problème dans une approche académique sérieuse. Le risque est grand de se projeter dans tout ce qui est dit, et dire ça y est, bon, j'ai compris le lien, donc c'est bon, j'ai passé une étape, ou d'y chercher des réponses faciles, justement. Donc les domaines psychologiques, philosophiques, théologiques ne s'opposent pas par nature, mais n'ont pas non plus à être utilisés pour converger vers une sorte de métascience. Ils ont chacun leur raison d'être pour des finalités qui leur sont propres. Ça, c'est le premier risque, ou la première limite que l'on peut rencontrer, donc c'est l'absence de démonstration réelle. Une autre limite est l'effet cliquet. On retrouve cette notion-là, cet effet, dans toutes les démarches de production ésotérique. C'est-à-dire que Jung n'offre aucune possibilité de sortir de ses perspectives ou de ses théories à partir du moment où on a atteint un certain niveau d'adhésion à quelques principes de base. Et lorsque l'on entre dans cette démarche, il va se produire donc cet effet cliquet qui fait qu'on a du mal à critiquer la démarche ou à prendre du recul, tout en se posant comme étant au-dessus ou hors de portée de toute autre approche. Et par contre, il n'y a par contre pas d'autre choix que d'entrer dans ce système. Et pour un penseur, pour un intellectuel, où la voie ésotérique, avec son imbrication de différents concepts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, forme une sorte véritable écheveau qui vont embrigader la personne ou qui vont conditionner sa conscience et vont rendre finalement dépendante à l'ensemble du système vu comme un métasystème. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas douter ou remettre en question ces concepts. Sinon, il faut passer son chemin, c'est-à-dire ne pas avoir accès aux promesses que l'ésotérisme, ici représenté par Jung, tout ce qui est énoncé. Donc vous comprenez, il s'agit d'une promesse à laquelle se soustraire revient à renoncer à l'équivalent du salut dans le christianisme. Sauf que là, on n'est pas dans le domaine du christianisme, mais justement, je vais y revenir dans un point très particulier. Donc l'effet cliquet, c'est une deuxième limite que l'on rencontre à la confrontation avec Jung. Troisième limite, c'est une porosité entre psychologie et spiritualité est problématique parce que Jung ne distingue pas clairement ce qui relève de la psyché humaine de ce qui appartient au domaine du sacré ou de la mystique. Et c'est crucial car ça favorise bien des dérives, que ce soit dans les domaines ésotériques, religieux, thérapeutiques, philosophiques ou même du rapport au monde, on pourrait dire même la vision politique des choses. On peut partir sur des surinterprétations systématiques des rêves, utiliser la notion d'archétype, projeter un contenu symbolique sur une réalité quotidienne, tout en s'enfermant dans la certitude que l'on accède à un état qui libère des contraintes de l'ego. Je reviendrai sur ce sujet des risques à confondre entre psychologie et spiritualité dans le prochain entretien. Ça, c'était une troisième limite que l'on peut rencontrer dans la confrontation avec les théories jungiennes. Enfin, une quatrième, ce serait la récupération idéologique et l'exploitation commerciale. Je mets tout ça dans un seul point. Parce que l'industrie du développement personnel et du New Age s'est largement approprié Jung pour justifier des pratiques à la fois douteuses
ou franchement fantaisiste. Bien sûr, on pourrait parler de dérive sectaire ou d'exploitation commerciale dans un contexte plus large d'une société qui fait de l'étrange, de l'irrationnel, du mystique ou du magique, de l'ésotérisme, un champ mélangé à celui du sacré et du transcendant. Bon, en laissant penser que tout le monde a raison, la seule subjectivité sert à construire une sorte de moi absolu, absolument seul et totalement indépendant, et ayant à élaborer sa propre cohérence consciente entre la psyché, les illusions, les espoirs, les pulsions ou des forces qu'on doit faire mine de comprendre pour les assimiler dans son quotidien. Alors j'introduis ici l'idée que cette idéologie individualiste et relativiste est totalement raccord avec l'idéologie du monde occidental actuel, de par son consumérisme. Et l'individualisme, le relativisme sont autant de possibilités de faire aussi du business. L'individuation est un champ d'exploitation qui peut rapporter de la renommée, du pognon, et même devenir une sorte de religion établie. Il s'agit du même schéma dogmatique, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire, tu dois être toi-même, tu dois te construire, te libérer, tu seras enfin heureux, tu dois consommer davantage de mes stages et de ma doctrine, et tout ira très bien. Et ceux qui ne suivent pas cette voie ne vivent pas. Donc, le jungisme, en fait, progresse malgré ou du fait de ses faiblesses méthodologiques. Voilà, c'était le quatrième point que je souhaitais aborder, c'est donc la récupération idéologique et l'exploitation commerciale qui sont en raccord avec le monde qui nous entoure. Mais je voulais aussi venir à un point très particulier, je voulais réserver une partie de cet entretien à un public de culture chrétienne, alors qu'il soit plus ou moins loin ou proche de la pratique religieuse, peu importe. Carl Jung, bien que plongé dans un contexte culturel chrétien, a élaboré une approche qui s'éloigne radicalement de la théologie chrétienne, tout en affirmant s'y référer. Il y a donc des points d'attention à porter sur cet aspect bien spécifique. Il ne prétendait pas croire en Dieu, mais le savoir. Une affirmation qui traduit une approche plus gnostique que chrétienne, mais passons sur le vocabulaire. Je reviendrai sur la notion de gnose une autre fois. C'est-à-dire qu'on est plus centré sur l'expérience subjective qui va conduire à une sensation de connaissance transcendante et non sur la salvation par Dieu lorsque l'on se tourne vers lui en tant que créature. Alors pour faire court, dans l'approche gnostique, c'est le désir de l'homme qui s'exprime pour son propre bien, et dans l'approche chrétienne, il s'agit de deux désirs qui se rencontrent, celui de l'homme et celui de Dieu. Mais je reviendrai sur la gnose et ses différentes ramifications. Là, je fais qu'effleurer l'idée pour vous faire sentir qu'il y a une différence qu'il convient de discerner pour ne pas se fourvoyer entre une démarche jungienne et une démarche chrétienne. Pour aller un peu plus loin, je dirais que l'interprétation du Christ et des figures bibliques qui fait que fait Jung relève plus du mythe que de la foi chrétienne, ce qui peut induire des erreurs chez les croyants qui sont en quête d'un approfondissement de leur foi en s'approchant de l'œuvre de Carl Jung. Le christianisme est notamment une religion de l'incarnation, et Jung, quant à lui, ramène tout à la psychologie. Il y a donc une sorte il n'y a pas la prise en compte des mêmes réalités, si vous voulez. Donc le Christ n'est pas un symbole, fût-il vivant et dans un inconscient collectif, et le Jésus des évangiles ne peut pas s'inscrire dans un schéma de concepts qui vont faire appel aux seules forces humaines pour se délivrer de sa conscience d'humain souffrant et en prise avec le mal. Quant à Dieu, chez Jung, il n'est pas trinitaire, il est plutôt quaternaire parce qu'il inclut une part d'ombre. Et il n'est pas créateur, unique et personnel, il n'est pas non plus parfait, immuable et éternel, il est un archétype, un élément de l'inconscient collectif, donc une production humaine en fait. C'est l'homme qui a créé Dieu, et il réside en chacun. Je vous dis tout ça, bien sûr, à grands traits. Le but est de prévenir des ambiguïtés possibles dans votre propre cheminement. Retenons l'idée qu'il crée un Dieu porteur d'une part d'ombre, faisant partie de l'inconscient collectif. On pourrait dire, pour schématiser, que Jung a en quelque sorte créé Dieu à son image et à sa ressemblance. J'aimerais souligner un point d'attention très particulier. Jung se présente comme un héritier des mystiques, sans pour autant prendre en compte leurs enseignements authentiques, et ni les mystiques pour ce qu'ils étaient. Il opère en effet un syncrétisme avec d'autres religions qui mériteraient toutes une attention particulière, mais il détourne l'expérience mystique de sa source et donc il trahit les mystiques. Et cette distorsion, pour ne pas dire cette inversion par rapport au christianisme, peut entraîner des confusions pour ceux qui cherchent à concilier psychologie et foi chrétienne, du fait justement que la mystique chrétienne est déportée de sa route pour être intégrée à l'approche jungienne misant tout sur la psychologie humaine. Pour résumer, concernant le christianisme de Jung, on pourrait dire la même chose que pour la scientificité de ses travaux, car en dernière analyse,
Ces travaux ne sont pas plus chrétiens qu'ils ne sont scientifiques. Donc les hypothèses émises par Jung n'impliquent que Jung, et il convient de ne pas se projeter dans ces hypothèses-là, mais de les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des intuitions qui parlent de Jung, élaborant un système transdisciplinaire, voyant éventuellement transhistorique, en accommodant à ses propres vues des domaines que lui il aborde. C'est toujours attrayant, séduisant, c'est compliqué à souhait, ça peut plaire. En un mot, c'est plausible, mais ce n'est que plausible. Gardez simplement à l'esprit que vous n'êtes pas nécessairement concerné par ces hypothèses. Voilà pour ce que l'on pouvait dire concernant l'approche jungienne et le christianisme. Venons-en maintenant aux risques et aux impasses possibles que vous pourriez rencontrer au contact de l'approche de la psychologie analytique ou l'approche jungienne. Car l'application non critique de la pensée jungienne peut entraîner plusieurs dangers sur les plans intellectuel, psychologique, spirituel, social et thérapeutique. Commençons par le plan intellectuel. Il peut s'agir d'un glissement vers une pensée floue où la subjectivité va remplacer la logique et la rigueur. Je parle donc d'une possible désorganisation de la pensée rationnelle. Et ce glissement, cette désorganisation, entraîne une difficulté croissante à distinguer la réalité objective des projections subjectives. On va brouiller par ce processus-là la perception de la frontière entre ce qui relève du pathologique et de ce qui est normal, puisque cette notion de norme, justement, avec la subjectivité et le relativisme, a totalement sauté. Mais avec la perte de ces repères, on perd aussi la notion même de sens critique, justement, d'avoir un peu de recul. Ça, c'était sur le plan intellectuel. Maintenant, sur le plan psychologique, une auto-analyse excessive peut renforcer des troubles, plutôt que de les apaiser. On va noyer donc, possiblement, les troubles, les souffrances, connues ou sous-jacentes d'ailleurs, dans une vaste dérive narcissique avec un sentiment de supériorité, une tendance à l'auto-référencement permanent, mais aussi un détachement des relations sociales ordinaires et simples, parce qu'il est question là d'une inflation de l'ego qu'on ne peut pas évidemment percevoir par soi-même, mais on se suppose beaucoup, et on se suppose sur un cheminement d'évolution, chose qui est basique, fondamentale dans la notion même de développement personnel, qui est charriée par la notion d'individuation. Ça, c'était sur le plan psychologique. Maintenant, sur le plan spirituel, il y a une confusion entre expérience psychologique et vérité métaphysique qui conduit certains à des illusions ou à des dérives sectaires. Alors, tout verrou concernant la notion même de vérité ou de différence entre le bien et le mal a complètement sauté. Mais là aussi, les mêmes risques de confusion sur lesquels je vais revenir dans un autre entretien. Il s'agit en réalité d'une perte, d'une sorte de dilution, dissolution de l'identité de la personne par une forme d'aliénation progressive de soi, de ce que l'on est, tout en passant par une phase d'inflation de l'ego. Et tout ça sous le couvert de ce qui est appelé individuation. Il s'agit donc d'une inversion totale de la perspective spirituelle. Après, il y a un risque possible de l'impasse pour une personne qui suit la voie jungienne, qui pourrait être un isolement accru, dû à la focalisation excessive sur le soi au détriment du collectif, du réel. C'est un point de repère important que de se trouver en relation avec des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions, les mêmes approches, les mêmes croyances. Et ne serait-ce que pour ne pas prendre sa vessie pour une lanterne, au risque de se brûler. Cependant, on peut observer une invasion massive de toute la culture ésotérico-New Age, qui sert donc de religion ou de caution spirituelle au sein de la culture pop ou populaire, que je mentionnais tout à l'heure. Je veux dire que Jung apparaît quasiment comme un précurseur dans un monde qui sombre et rend les gens esclaves et malheureux, plutôt que de les libérer, les rendre heureux. Enfin, et je m'arrêterai là pour les risques, il ne faut pas oublier qu'initialement, la cure analytique sert à soigner des personnes qui souffrent consciemment de troubles psychiques. Ben là, justement, dans une société assez agressive, assez exigeante pour la psyché individuelle, chacun est fragilisé et se trouve en situation vulnérable. Et à ce titre, les prestations issues des courants jungiens peuvent au contraire aggraver les troubles en exagérant les microsymptômes ou en surinterprétant les symboles et les expériences vécues, qu'elles soient réelles ou artificiellement suggérées, dans le cadre de la projection dont je parlais tout à l'heure. Les personnes peuvent développer une grande dépendance psychologique à ce système jungien, d'autant qu'on l'a vu, il s'agit d'un système qui ne permet pas à un autre référentiel de venir le contrebalancer, et contrebalancer sa progression. Le cadre interprétatif jungien est endémique, et quasiment comparable à une sorte d'infestation. En fait, on fait l'inverse d'un soin.
Le risque, au bout du bout, va se traduire dans le monde réel, c'est-à-dire que la personne peut confondre de plus en plus ce qui relève du fantasme de ce qui relève de la réalité, tout en laissant sa propre part d'ombre s'intégrer à sa personnalité. Et c'est un risque majeur sur le plan psychologique, surtout lorsqu'il y a une pathologie sous-jacente, c'est-à-dire dont on n'est pas conscient au départ, qu'on demande une aide dans le cadre d'une thérapie. Alors je n'exclus pas non plus, en marge de toute cette panoplie que je viens de citer, le contact plus ou moins conscient avec des forces directement occultes, dont je parle parfois sur cette chaîne. Mais là, on entre dans un débat encore plus large, une problématique encore plus importante. Retenons que sur le plan thérapeutique, eh bien, il se sert de terrain de jeu à un grand mélange, sur lequel donc, je vais revenir spécifiquement dans le prochain entretien, qui est le mélange entre la psychologie et la spiritualité. En conclusion, Jung offre une grille de lecture riche et stimulante, mais elle nécessite un regard critique et non de s'y projeter. Quel que soit votre horizon culturel, celui d'un chercheur de sens, d'un client de prestations New Age ou une démarche de développement personnel, impliqué dans une forme d'ésotérisme ou porteur de foi chrétienne, Jung peut apparaître comme souvent dans un horizon qui est souvent encensé. Et il est essentiel de discerner ce qui relève de la psychologie, du mythe, de la démarche de cure ou du cheminement spirituel ou de la simple référence commune à une culture donnée pour ne pas tomber dans des pièges idéologiques et subjectifs. Il me semblait important d'apporter des considérations pouvant vous aider à discerner. Et concernant Carl Jung, cet entretien pourrait être encore plus long, mais il convient de m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si vous avez des remarques, des critiques, des questions, demandes ou angoisses métaphysiques concernant ce sujet ou d'autres, qui lui seraient sous-jacents ou adjacents, n'hésitez pas à commenter ou à m'écrire, je donne suite. De même, si cet entretien vous a apporté quelque chose, likez, partagez-le, abonnez-vous à cette chaîne, etc. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut!